On dit souvent que courir permet de s'évader. Mais parfois, courir ne sert pas à fuir, ça sert à rester en vie. Caroline a longtemps cherché sa place. Entre les silences, les deuils, les nuits trop bruyantes pour oublier et cette impression persistante de ne jamais être à la hauteur. Alors, elle a essayé d'anesthésier le vide. Dans les soirées, dans l'alcool, jusqu'à se perdre complètement avec cette sensation de ne pas mériter d'aller mieux. Et puis un jour, presque sans réfléchir, elle est allée courir. D'abord pour s'occuper, puis pour respirer et enfin pour se reconstruire. Ce récit n'est pas celui d'une guérison. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a appris, foulée après foulée, à ne plus vouloir disparaître. Je m'appelle Caroline, je vis dans les Hauts-de-Seine à Montrouge. Je suis une enfant énergique qui a des émotions toujours très fortes par rapport à la moyenne. Mes parents divorcent quand j'ai l'âge de 9 ans et c'est un événement qui me marque profondément. Je suis rapidement en garde alternée, c'est un mode qui me convient plutôt bien, sauf qu'on a beaucoup de trajets entre les deux maisons et l'école et c'est quelque chose qui est un peu fatigant. Mes relations avec mon père sont compliquées depuis toujours. Je trouve que c'est un personnage particulier et je suis amenée à couper les ponts avec lui lorsque j'ai l'âge de 20 ans. Je vis chez ma mère et mon beau-père que je connais depuis que j'ai 9 ans. Je suis une adolescente assez compliquée et conflictuelle. Et avec mon beau-père, c'est compliqué également parce que je pense que j'ai un mauvais rapport à l'homme et au père. Du coup, on a des moments qui peuvent être assez compliqués à la maison, mais on arrive quand même à avoir une stabilité familiale et ça reste mon cocon chez ma mère. En 2013, on diagnostique un cancer à mon beau-père. Il a un cancer des poumons et tumeur au cerveau. Je vis cette période difficilement. Je vais le voir régulièrement à l'hôpital, mais je trouve pas vraiment ma place parce que j'ai l'impression que je ne suis que sa belle-fille. Du coup, j'ai tendance à beaucoup sortir. J'essaie d'oublier dans l'alcool. Je viens d'avoir mon BTS, donc j'ai plus d'école. Je ne travaille pas non plus. Et je sors beaucoup avec le même groupe d'amis. On se rejoint souvent dans le même bar. Et je bois à outrance. Je suis celle qui boit le plus du groupe. Et ça me met souvent dans des situations très complexes. Je prends l'habitude en fait de boire vite, beaucoup d'un coup. Et j'oublie tout. Et je crois que ça me fait du bien à ce moment-là. Sur la fin de sa maladie, mon beau-père a le souhait de venir décéder à la maison. Donc on accepte toutes, mes sœurs et ma mère et moi, de l'accompagner sur cette fin de vie. C'est des moments difficiles et à la fois forts et beaux, dont je me souviens, très intimes aussi. Et du coup, un jour, il décède. Et là, j'ai du mal à trouver ma place parce que, encore une fois, je ne suis que sa belle-fille. Donc, je ne me permets pas réellement de me sentir en deuil. Mes sœurs partent en voyage et je me retrouve seule avec ma mère qui est évidemment dans un désarroi le plus complet, le plus total. Je pense que je m'oublie et je m'oublie encore plus dans les soirées. Quand mon beau-père est encore là, j'ai une raison de survivre, alors que quand il part, j'ai plus de raison. Et puis mes sœurs aussi partent en voyage. Notre famille est éclatée en fait, donc le petit cocon que j'avais en fait n'existe plus. Quand je suis en soirée, que je bois de l'alcool, je bois très vite, donc j'oublie très vite ce que je fais. Donc il y a une part de moi qui se déresponsabilise. Et puis le matin, je me re-responsabilise, puisqu'évidemment, j'ai fait des choses que je regrette en fait. Et j'ai un énorme sentiment de culpabilité qui m'envahit tous les matins. Je m'auto-flagelle énormément avec cette culpabilité qui revient tout le temps et j'en arrive à avoir des idées noires très souvent en fait, en me disant que finalement, je sers pas à grand-chose à part me détruire et détruire tout ce que je peux toucher. Ces soirées-là m'emmènent souvent à faire des crises assez violentes. Il se trouve que je suis régulièrement amenée à être aux urgences. Aux urgences, je vois un psychiatre qui décide de me faire interner en hôpital psychiatrique. J'arrive à ce qu'on appelle le service accueil. Donc c'est un service dans lequel je suis mise en observation pendant 1 semaine à 2 semaines.
On me retire tout ce que j'ai, mon téléphone portable, on vérifie ma valise, on vérifie si j'ai des choses dangereuses. Et je me retrouve un peu seule dans ma chambre à me demander ce que je fais là. J'ai une liste de personnes qui ont le droit de venir me voir, qui est assez restreinte. Dans mon cas, il y avait 5 personnes qui pouvaient me voir. À l'hôpital psychiatrique, on voit le psychiatre quasiment tous les jours. C'est quelque chose à ce moment-là qui me fait énormément de bien et je me sens en sécurité dans cet hôpital. J'ai la chance aussi de rencontrer un psychiatre qui prend les choses de manière assez légère et qui me permet de relativiser sur le fait qu'en fait, je ne suis pas folle. Ça me fait du bien parce que les gens de mon entourage ont tendance à me renvoyer cette image d'une personne qui pourrait être anormale, alors que lui me dit que c'est normal d'être dans cet état avec tout ce que j'ai pu vivre. À chaque début de séance, on fait un exercice avec mon psychiatre. Il me demande ce que j'aime chez moi. Et au début, j'aime rien chez moi du tout. Petit à petit, avec les séances, j'arrive à trouver des qualités. Au début, j'aime mes baskets. Après, j'aime mes cheveux. C'est un exercice que je déteste. Mais dans le fond, je sais qu'il est nécessaire. Et parfois, d'ailleurs, je le refais toute seule. Après cette période d'observation, les règles s'assouplissent, on a le droit de sortir. Dans l'hôpital psychiatrique où je suis, il y a un grand parc. D'ailleurs, il y a un saule pleureur que j'adore dans ce parc. Donc, je peux aller me balader un petit peu et ça fait du bien. La chance que j'ai, c'est que ma mère vient me voir tous les soirs après son travail, ce que je trouve très gentil, mais je me rends pas forcément compte de tous les efforts que ça lui demande, en plus de son quotidien et de son deuil. Elle m'accompagne beaucoup et je pense que dans le fond, ça m'aide. Au bout de 3 semaines, je ressors et je me retrouve à nouveau seule chez moi puisque j'ai un appartement à ce moment-là et j'habite seule. Et cette solitude me pèse énormément. Je me sens profondément seule puisque finalement mes amis sont des amis de soirée. Donc la journée, je suis vraiment confrontée à moi-même. Je ne travaille toujours pas. Du coup, je tourne en rond et c'est vrai que je me mets à boire toute seule aussi chez moi pour du coup pouvoir oublier aussi la journée. Et cet alcool m'amène toujours à des idées noires et il se trouve qu'un jour, j'essaie de me suicider. Je me fais réinterner. Encore une fois, ce séjour m'apporte énormément de sécurité intérieure. Je me sens bien à l'hôpital psychiatrique, mais dès que je ressors, je me sens à nouveau vidée et dépassée par ma vie, que je trouve particulièrement difficile et pesante. Pendant plusieurs mois, je suis amenée à faire des allers-retours comme ça à l'hôpital psychiatrique. J'avance, mais je me retrouve toujours au même stade à chaque fois que je ressors de l'hôpital. Lors d'un de ces internements, je suis en balade. Quand on est en balade, on a le droit d'avoir nos téléphones portables. Et mon ex-copain m'appelle et me dit qu'il va très très mal et qu'il veut en finir. Donc sur le coup, je rigole un peu et je me dis je peux pas t'aider, je vais moi-même mal. Mais après, je réfléchis et puis je me dis je vais m'en vouloir pour toujours s'il lui arrive quelque chose. Donc je vais voir le docteur et je lui dis que je veux sortir. Il me met en garde, mais il me dit vous n'êtes pas en prison, donc vous pouvez signer une décharge et sortir. Je décide de signer cette décharge, donc je sors. C'est vrai qu'à ce moment-là, ma mère est assez étonnée que je décide de sortir. Et puis, je me confie à ma sœur sur les raisons pour lesquelles je suis sortie. Ma sœur me dit tout de suite qu'elle va me couvrir et que je peux aller aider mon ex-copain qui s'appelle Kevin. Mais ma sœur me dit d'attendre le lendemain parce que ma mère ne me laisserait jamais sortir le soir même. Donc ça serait compliqué de trouver une excuse. Ce soir-là, je rentre chez ma mère avec ma sœur et on passe une soirée toutes les 3. On regarde un film, la soirée est plutôt sympa. Kevin, à côté de ça, m'appelle en boucle, mais je ne réponds pas parce que je me dis, c'est pas lui qui va décider de ma vie. J'essaie d'aller mieux, j'essaie d'être dans des relations saines, donc je ne réponds pas. Au bout d'un moment, je m'éclipse du salon et j'arrête de regarder le film et je vais quand même lui répondre et je lui dis « Je viens demain t'aider le matin, donc prépare ta valise. » Et comme moi, l'hôpital psychiatrique me fait du bien, j'imagine que ça puisse lui faire du bien aussi, donc c'est la solution que j'essaie de lui apporter. Il n'a pas l'air partant, mais il me dit « Ok ». Je redescends, je continue de regarder le film avec ma mère et ma sœur. Et puis, quand on va se coucher,
La sœur de Kevin m'appelle et me dit qu'il s'est défenestré. Sur le moment, la seule réaction que j'ai, c'est de lui demander comment il va et où est-ce qu'il est. Et elle me dit « Mais Caro, t'as pas compris, il est mort ». Donc là, stupéfaction, enfin, je suis sur le coup, j'ai jamais ressenti ça, j'ai hurlé. Ma mère et ma sœur paniquent, pourquoi je hurle dans la chambre. Donc elles viennent et là, un moment plutôt dramatique, enfin moi j'ai vu ça que dans les films, dans ma vie à ce moment-là, de choc intense, tout le monde hurle de chez moi, ma mère, ma sœur. Et puis sur un élan, je dis à ma mère et à ma sœur, je vais à l'Institut médico-légal qui se trouve dans Paris, et puis je prends la voiture et j'y vais. Et je me retrouve au milieu de Paris à essayer de toquer à l'Institut médico-légal, mais il est 2h du matin, donc évidemment il n'y a personne. Et un CRS me voit et me dit que c'est fermé en fait, il faut que je rentre chez moi. Les jours suivants, j'ai du mal à y croire. J'ai l'impression que je suis dans un cauchemar, littéralement. Et je mange plus, je dors plus. Et puis, j'ai des amis qui passent me voir, qui me soutiennent, qui sont là pour moi, mais ça me paraît un peu irréel. Jusqu'à ce que la famille de Kevin me demande si je peux les accompagner à l'Institut médico-légal. Donc, on va à ce qu'on appelle la reconnaissance du corps. Il se trouve que tout est très bien fait, très bien amené. C'est un moment quand même perturbant. Pour avoir déjà vécu des décès, j'ai déjà vu des morts, mais là, c'est quelque chose d'assez solennel. On est dans une salle, derrière une vitre, le corps est derrière la vitre. Et parce qu'il est en fait derrière la vitre, c'est réfrigéré. Et ils l'ont déjà maquillé, préparé, parce que j'imagine, en tout cas, que ça doit pas être facile de voir un corps qui n'est pas préparé dans ces conditions-là. C'est encore une fois un moment très lourd, hein, parce qu'on réalise en fait que c'est réel. Mais je suis aussi fière de les accompagner là-dedans parce que c'est douloureux pour moi, mais j'ai l'impression que je dois être là. Évidemment, je me dis que je suis coupable de ne pas l'avoir aidé, de ne pas avoir réussi alors qu'il m'avait demandé de l'aide. J'ai une culpabilité immense en moi. J'ai l'impression que tout est de ma faute, en fait. L'enterrement a lieu, ça me semble encore irréel. Et j'ai ce besoin, toutes les semaines après, d'aller tous les jours au cimetière. J'y vais tous les jours. J'y passe énormément de temps. Et c'est des moments qui sont douloureux, mais à la fois une espèce de réconciliation qui se passe avec l'histoire quand j'y suis. Le cimetière où est Kevin est très beau. C'est un grand parc qui a tremblé en France. Il y a beaucoup d'arbres. Et je me sens bien et à la fois mal là-bas. Parce que ça me relie à toute cette histoire. Et bien parce que il y a tous ces arbres. C'est loin, loin, loin de chez moi. Donc peut-être aussi loin de tout ce qui peut me causer des soucis. Et puis, du coup, j'y vais. Je nettoie. J'écoute de la musique et puis je rentre chez moi et après je bois. Quand je bois, je pense que c'est pour oublier et pour me détruire aussi. En fait, je pense que je suis incapable de faire quelque chose aussi fort que lui qui fait que que je meurs en fait. Mais pour autant, j'ai la sensation que je peux me détruire petit à petit en buvant. Je suis problématique parce que j'ai plus aucune limite en fait et puis je pense que je suis arrivée à un niveau où je suis complètement déconnectée de la réalité à tel point que si je sors le matin, la lumière me fait mal aux yeux parce que je suis enfermée chez moi H24. Toutes ces prises d'alcool m'emmènent encore à faire des crises ou à essayer de me suicider, donc je fais encore des allers-retours à l'hôpital psychiatrique. Un jour, ma sœur m'appelle et me dit que sa belle-mère, qui a un verger dans le centre de la France, est OK pour m'accueillir, histoire que je coupe un peu avec mon quotidien. Et cette personne, du coup, est prête à me tendre la main, ce qui me touche beaucoup et j'accepte sans trop savoir ce que je vais y faire.
Cette personne, je ne l'ai jamais rencontrée. Donc j'y vais et puis on se rencontre à ce moment-là lorsqu'elle m'accueille chez elle. J'arrive là-bas, je prends une petite route, je longe, je pense, 1 kilomètre de verger. Et puis j'arrive sur une petite bâtisse vraiment trop belle et ça a l'air d'un havre de paix en fait, cet endroit. Je m'y plais quasi immédiatement. Et puis elle est très avenante, très douce et ça se voit qu'elle veut m'aider. Rapidement, j'adore me lever pour aller ramasser les pommes. Je trouve ça drôle en fait. Et puis c'est simple. Je me rends compte qu'en fait je suis pas si bonne à rien. Je peux au moins ramasser des pommes. Et puis Laurence, la belle-mère de ma sœur, m'apprend plein de choses. On fait des compotes. Elle me montre plein d'autres fruits, comment ils fonctionnent, les oiseaux. Et puis, elle me montre comment faire un feu. C'est des petits moments simples qui me montrent qu'en fait, tout n'est pas fini. Cette période me permet de me sentir libre, mais j'ai aussi une part de moi qui a quand même envie de retourner en région parisienne pour être dans mes démons. Je suis pas forcément prête à être complètement heureuse, ou en tout cas peut-être que je pense que je ne le mérite pas. Donc c'est un beau moment que je passe là-bas. Il me fait énormément de bien. Il me fait respirer, alors que j'ai pas respiré depuis très longtemps. Je veux dire respirer vraiment. Mais je suis attirée par voilà, le côté sombre, parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui a encore envie et besoin de se détruire. Je retourne chez moi au bout d'1 mois et demi. Je me sens grandie et à la fois, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je retombe exactement dans tous mes travers. J'ai à nouveau des idées noires, je recommence à boire, je ressors énormément. Un soir, je rebois beaucoup, je me retrouve à faire une énorme crise avec des idées noires. J'essaie pas de passer à l'acte, mais cette énorme crise fait que je me retrouve avec les pompiers qui m'emmènent aux urgences. Je passe la nuit aux urgences et puis le matin, ils appellent mon psychiatre de l'hôpital psychiatrique qui dit qu'en fait, il veut pas de moi à l'hôpital parce que ça y est, ma crise est finie et je n'ai pas besoin d'être enfermée en fait 3 semaines. Il refuse que je vienne. C'est quand même un moment de bascule dans ma tête parce que j'estime que en fait, c'est que ça va pas si mal parce que sinon il m'aurait prise à l'hôpital. Donc je le conscientise pas réellement, mais je sais que dans le fond, au fond de mon cœur, ça me fait du bien. Et puis aussi, ce psychiatre que j'adore, je me dis, il me fait confiance. Sinon, il m'aurait réintégré. J'en ai marre de tourner en rond dans ma vie. Du coup, je décide sur un coup de tête de partir en Australie en Working Holiday Visa. Je choisis l'Australie sans trop de raison, mais ma sœur y est allée. Du coup, je pense que je l'imite. Il se trouve que j'ai une copine qui est là-bas. Je décide de la rejoindre à Brisbane. Et le jour où j'arrive, une place se libère dans sa coloc. Donc je me retrouve dans cette coloc et je me retrouve exactement dans le même environnement de vie, c'est-à-dire que je bois beaucoup, je sors beaucoup, je travaille pas, mais je suis au soleil. Et les gens, en fait, sont dans la même dynamique que moi, ils font beaucoup la fête aussi. En revanche, ma mère me dit qu'il faut que je travaille parce qu'elle va pas me donner de l'argent tout le temps. Suite à ça, je réponds à un message sur Facebook d'une fille qui dit qu'elle travaille en van et qu'elle veut aller faire les fermes. On se rencontre à Brisbane et puis on part ensemble pendant 2 mois. Je crée rapidement des liens forts avec cette personne puisqu'on vit dans le même van, on dort ensemble. Du jour au lendemain, notre intimité est commune en fait. Et puis on travaille au même endroit, on fait du packing de fraises, donc on met les fraises dans des boîtes avant qu'elles soient vendues en supermarché. On travaille toute la journée et puis on va voir plein de plages, on se balade et on boit pas. Le fait de pas boire me fait beaucoup de bien et puis pour la première fois de ma vie finalement, je mets des sous de côté et puis en fait je me responsabilise. Je suis loin de ma mère, donc je suis plus protégée non plus. Et puis c'est un peu comme un nouveau départ parce que cette fille est super saine. Du coup, je m'acclimate à sa façon de vivre à elle et ça me fait du bien profondément. Cette période dure 2 mois et ensuite je retourne à Brisbane où je refais la fête exactement de la même manière.
Mais cette fois-ci, j'ai en tête qu'il faut absolument que je retrouve un travail et que je reparte voyager en fait comme on l'a fait. Donc je quitte Brisbane et puis je pars un peu sur la côte en cherchant du travail et je rencontre une autre fille avec qui je vais voyager en voiture et on avait des tentes, donc on dormait en tente. Pareil, elle boit pas ou pas beaucoup, enfin de manière festive un peu normale pour quelqu'un qui a 22 ou 23 ans. Et puis on voyage, en même temps on cherche du travail, on trouve du travail dans les tomates, on ramasse des tomates. Et ensuite, ma première copine avec qui j'ai voyagé en van nous a rejoints. Et ensuite on a voyagé toutes les trois. On se retrouve à travailler sur un yacht, à nettoyer un yacht, enfin des expériences en fait que je pensais pas vivre. Et puis on boit de manière festive, comme tout le monde, mais moi je bois encore toujours beaucoup plus que les autres. Elles me font pas spécialement remarquer que je bois trop, parce que je m'en rends compte toute seule. Le matin, en fait, je me souviens jamais de rien. Je sais que j'ai trop bu. En revanche, la différence, c'est que comme je suis en sécurité avec elles, je fais pas forcément n'importe quoi et je fais pas de crise de nerfs. Quand je suis en Australie avec ces deux copines, j'ai pas d'idée noire du tout. Je me sens pas bien dans ma tête, mais ça va quand même mieux qu'avant. Avant de rentrer en France, ma mère me rejoint pour des vacances pendant 3 semaines. Et c'est dommage, mais je pense beaucoup aux soirées pendant qu'elle est là. J'ai l'impression de rater des soirées, j'ai l'impression que je rate des moments, alors qu'en fait, le seul moment que je rate, c'est le moment où je suis avec ma mère qui a traversé la terre pour venir me voir. Mais on profite quand même, on voyage en van pendant 3 semaines. Et puis, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu avec ma mère depuis 7 mois. Donc, on est super heureuse de se retrouver. Mais on se retrouve forcément dans un milieu hyper restreint. On est dans le van toutes les deux. Donc, il peut y avoir quelques conflits. Maintenant, ma mère est hyper souple. Donc, je pense qu'elle prend beaucoup sur elle à ce moment-là. Elle rentre en France, l'amène à l'aéroport et je vais en soirée. Je fais la fête jusqu'au jour de mon avion, quelques jours plus tard. Et puis en rentrant, je suis tellement épuisée de mes soirées que je dors tout l'avion. Je pense que j'ai beaucoup tiré sur la corde ces quelques jours où j'étais seule. Et j'arrive à Paris et je rejoins mes copains et je refais la fête. J'avais prévu de repartir en Australie et je décide de pas repartir. Parce que justement, je sentais que là-bas, je faisais de plus en plus la fête et que j'avais l'impression de perdre encore plus le contrôle. Donc, je reste en France et puis je réintègre mon appartement en région parisienne qui était à Antony. Je trouve pas de travail tout de suite, mais ma mère me met rapidement la pression en me disant qu'il faut vraiment que je me responsabilise et que ça peut pas durer encore des années comme ça, parce qu'il se trouve que ma mère m'aide beaucoup financièrement, forcément. Et je trouve un travail dans une agence immobilière à Paris, puisque j'ai un BTS immobilier, et ça se passe pas forcément extrêmement bien, ni mal. J'y vais, mais j'ai la sensation vraiment de subir cette vie. Je commence à sortir un peu moins, puisque forcément, comme j'ai un travail, je suis un peu plus dans un rythme normal. Donc je décroche un petit peu des soirées, mais je reste quand même... je vais quand même régulièrement en soirée, et toujours avec la même dynamique de boire énormément, et puis toujours ce problème de mémoire. Je me souviens jamais de rien. Je rencontre un garçon, rapidement je me rends quand même compte que c'est une relation très toxique, mais je reste dans cette situation. Et lui insiste énormément pour que je voie une psychologue. Donc je me retrouve à voir une psychologue qu'il a choisie. Il se trouve que cette psychologue s'appelle Victoire, donc comme je crois beaucoup aussi, je me dis pourquoi pas. Pour la première fois, je vois pas un ou une psychiatre, je vois une psychologue, et donc ça change quelque chose pour moi parce qu'elle me demande pas de prendre des médicaments, là où tous les autres m'ont toujours demandé de prendre des médicaments. Donc j'ai pas la sensation qu'elle veuille me droguer ou me changer. Lors d'une séance, j'ai rendez-vous et il se trouve que j'ai bu. Donc je l'appelle et je lui dis que je peux pas venir parce que j'ai bu. Elle me dit de venir quand même. Et quand j'arrive dans son cabinet, elle s'assoit en tailleur par terre, elle me dit de faire pareil. Et puis
Elle me fait dessiner en fait et je me sens bien. Je me sens acceptée telle que je suis, même bourrée, là où beaucoup de personnes m'ont toujours détestée comme ça. Et je me sens du coup vraiment en sécurité émotionnelle avec elle. Je sens que c'est un moment où je commence vraiment à lui faire confiance. Elle est incroyablement douce. Je vais la voir toutes les semaines et c'est quelqu'un qui est très disponible pour moi. Je peux l'appeler en dehors des séances. Notamment lorsque je fais des crises, je l'appelle et elle respire avec moi au téléphone, tout simplement. Elle me parle pas, elle me dit de respirer comme elle et elle m'apprend, elle me donne des clés pour surmonter mes émotions, des clés qui me servent au quotidien en fait. À l'inverse des autres soignants que j'ai pu rencontrer, elle travaille d'abord sur ma gestion des émotions du quotidien avant d'aller travailler les choses passées. Parce que ce qu'elle me dit, c'est que si je n'arrive pas à gérer les choses au quotidien, je ne pourrai pas défaire les nœuds de mon passé, en fait, tout simplement. Donc elle prend les choses un peu avec un contre-pied et je crois que ça me plaît aussi. Et à force, je me rends compte que j'arrive à mieux gérer mes émotions. Du coup, je suis de plus en plus en confiance avec elle parce que ça fait ses preuves, en fait, ce qu'elle m'apprend. Parallèlement à ça, je suis toujours dans cette relation toxique. Une relation qui m'emmène aussi à faire beaucoup de crises, que Victoire désamorce énormément. On décortique les choses et ça me permet aussi de travailler aussi sur ma relation avec mon père. Ça me fait énormément avancer et ça me réconcilie aussi avec qui je suis. Grâce à Victoire, j'arrive à me sentir plus femme et plus sûre de moi. Dans ma vie aussi, j'arrive à avoir des attitudes plus justes et à prendre des décisions aussi plus justes pour moi-même. Même si tout n'est pas parfait, je sens que ça avance énormément et j'ai vraiment envie de continuer sur ce chemin, donc j'adore aller la voir. Au bout d'un moment, je trouve la force de quitter cette relation et rapidement, je refais beaucoup de soirées. Je rencontre Robin avec qui je me mets en couple et lui, pour le coup, est très très sain. Donc, il fait quelques soirées avec moi, mais il est jamais dans l'excès. Je me cale sur lui petit à petit et je fais de moins en moins d'excès. Et par contre, en soirée, je bois toujours beaucoup. Et c'est quelque chose qu'il ne me reproche pas forcément. Donc j'ai tendance à moins culpabiliser le matin. Mais ça reste des soirées qui sont festives avec des amis que je connais et c'est plus dans des bars. L'environnement a quand même changé, a évolué. Suite à un changement de direction au travail, ça se passe plus aussi bien qu'avant. Du coup, je décide de quitter l'entreprise. C'est un peu compliqué à ce moment-là, donc je suis en arrêt maladie pendant 1 mois. Et je suis super déprimée chez moi parce que du jour au lendemain, j'ai plus rien à faire. Je me sens un peu inutile. Et ma mère me dit, plutôt que de déprimer, d'aller marcher ou courir. Quand elle me dit ça, je me dis que j'ai la flemme. Mais je le fais quand même. Je vais marcher et puis je cours un peu. Je trouve ça cool. Donc j'y retourne le lendemain. Et puis encore le surlendemain et encore tous les jours. Je vais courir toujours au parc de Sceaux, que je trouve magnifique. Et j'adore aller là-bas parce que c'est plein de nature. Ça me fait du bien. Et puis je me sens libre et forte assez rapidement. Je vois bien que j'ai pas un niveau extraordinaire, mais je progresse, donc je continue. Comme je suis quelqu'un qui communique beaucoup, j'envoie plein de messages dans le groupe WhatsApp de la famille, en donnant tout le détail de toutes mes séances. Au début, ils me répondent, ils m'encouragent, et puis petit à petit, ils me lâchent des vues. Donc j'en ai un peu marre, et puis je me sens presque rejetée qu'ils me répondent plus. Mon algorithme Instagram me montre qu'il y a en fait plein de gens qui font de la course à pied, c'est un milieu que je connais pas, et puis j'imagine même pas que autant de gens courent en fait. Donc je me dis, je vais aller raconter ma vie à ces gens. Donc je décide de créer un compte que j'appelle Depuis que je cours. Ce nom, sur le coup, il me vient un peu naturellement, ça fait sens en fait dans ma tête. C'est assez symbolique pour moi sur le moment, vu tout ce que j'ai pu traverser. Assez naturellement, je poste une photo de moi et puis j'écris un petit texte en dessous expliquant la séance que j'avais fait du jour. Et j'ai quelques likes, et puis il y a des gens qui répondent et qui me donnent des conseils. Et puis je commence à apprendre en fait grâce aux gens. Je me rends compte qu'il y a une vraie entraide
Et c'est ce qui me marque beaucoup, c'est qu'il y a un groupe en fait. Je réalise vraiment à ce moment-là qu'il y a des gens qui courent. Je le savais pas en fait. Je m'entraîne un peu n'importe comment, je vais courir tous les jours, toujours plus vite, je fais ce qui me chante en fait. Et je poste à chaque fois que je cours. À la fin, je prends une photo de moi et j'écris ce que j'ai fait pendant la séance et comment je me suis sentie. Et puis il y a de plus en plus de gens qui likent, qui commentent et ma communauté grandit un peu. Je me fixe donc l'objectif d'avoir 1000 abonnés. Je me dis c'est rigolo et tout, je vais avoir 1000 abonnés. Donc j'atteins les 1000 abonnés et puis avec ma meilleure copine en rigolant, je lui dis en fait je vais avoir 10 000 abonnés. Donc voilà, c'est un petit défi qu'on s'était dit entre nous, on rigole là-dessus mais ça continue d'augmenter. Fin 2022, je me mets comme objectif de faire un calendrier de l'Avent sur Instagram. J'ai environ 2000 abonnés et du coup je contacte plein de marques pour offrir des cadeaux à ma communauté. J'ai des marques qui répondent présentes, donc je trouve ça super chouette. Et puis, comme j'ai toujours pas de travail à ce moment-là, je suis au chômage, ça me donne un objectif. Finalement, c'est un peu mon métier d'agent immobilier à ce moment-là qui revient. Je fais de la prospection, je démarche les gens, donc c'est quelque chose pour lequel je pense être douée. Et ma communauté double, donc j'ai à ce moment-là 4000 abonnés. Ce que je trouve assez fou. Et d'ailleurs, je me dis, mais 4000 abonnés dans une pièce, c'est énorme. Enfin voilà, ça me donne un peu le vertige à ce moment-là. Et je joue à un jeu concours sur Instagram et je gagne donc mon premier dossard pour les 10 km de Paris. Quand je vais à cette course, un peu à la même image que quand j'ai créé mon compte Instagram, je fais les choses sans réfléchir, sans me dire... que vont penser les autres, ou est-ce que je vais être bonne ou pas bonne, juste je fais, j'expérimente. Alors que bizarrement, je suis plutôt quelqu'un qui mentalise tout, et là avec cette expérience de la course à pied, juste je vis en fait, sans me soucier du reste. Donc j'y vais, je trouve tout incroyable, l'ambiance, la musique, le monde, les émotions, elles sont décuplées alors que j'ai même pas couru. Je me lance et la course est horrible, c'est super dur, et je me dis mais c'est horrible de courir. Et puis je passe la ligne d'arrivée, j'y arrive enfin. Et c'est incroyable. Et j'ai oublié à quel point j'ai souffert. Et puis je me dis, mais ils ont raison les gens, c'est vraiment incroyable. Ma mère est là, parce que ma mère est toujours là, toujours à me soutenir. Donc c'est trop cool. On rentre toutes les deux, j'ai ma première médaille. Et je ressens une fierté énorme. Ce qui me pousse ensuite à m'inscrire tout le temps à des nouvelles courses. Donc je fais une boulimie de courses. Et puis un jour, je vais à une course et je tombe devant le Louvre et je me blesse au genou. Je suis arrêtée ensuite pendant 7 mois. Je ne peux plus courir. Pendant ces 7 mois, je me sens inutile puisque je travaille toujours pas. Et puis en plus, maintenant, je peux pas trouver de travail puisque je suis bloquée. Je m'ennuie profondément. Je mange beaucoup parce que je m'ennuie. Et puis du coup, je me trouve grosse, moche. Et puis, je me dis que je vais faire un peu de renfo, mais je tiens pas. Et donc, j'attends que ça passe. Je poste un peu sur Instagram, mais pas beaucoup. Je me dis, de toute façon, les gens qui me suivent que pour la course. Donc, ils s'en foutent, en fait, de ma blessure. Et je trouve pas de sens à raconter ce que je fais à ce moment-là. Donc, je poste pas beaucoup. Les 7 mois se passent, je reprends à courir tout doucement et là je suis un protocole de reprise après blessure et là je me mets à faire vraiment des vidéos où je raconte toute ma reprise et puis en fait je reprends la course et pour moi le sourire revient également. Je suis vraiment heureuse de recourir, même si c'est pour aller courir 1 minute, 10 fois, c'est incroyable pour moi. Il se trouve aussi que c'est la première fois de ma vie que j'étais blessée. Donc c'est la première fois de ma vie que j'ai perdu l'usage de la marche en fait. Donc c'est quelque chose qui aussi m'a fait me rendre compte que c'était pas inné pour tout le monde de courir et que c'était une chance en fait. Donc je recours, je mets 2 mois à recourir 10 km. Et là je me dis que j'espère vraiment pouvoir me lancer sur un programme un peu plus long comme un semi par exemple. Parallèlement à ça, j'organise un gros événement puisque avec Robin, mon copain, nous déménageons dans le sud-ouest.
C'est un événement assez fort pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. J'ai toujours eu envie de partir de Paris, mais j'ai jamais osé. Et sur un coup de tête, on s'est dit qu'on partait. Donc je me retrouve dans le sud-ouest et c'est absolument merveilleux parce que je cours au bord de l'océan. Je peux aller courir dans la forêt. Il y a des pistes cyclables immenses sur lesquelles on peut courir des heures. Je me sens extrêmement chanceuse. Et puis ça me donne aussi plein de contenu hyper facile avec des endroits magnifiques. Je me sens bien, j'adore aller courir. Et je raconte de plus en plus mes courses sur les réseaux. Mon grand-père décède et un contact que j'ai dans une grande marque d'équipementier me dit « Bon, ça va pas très conforter, mais je te propose un dossard pour le marathon de Paris. » De là, je commence une prépa de 21 semaines, super progressive, et je suis passionnée par ce que je fais. Je fais des vidéos à toutes mes sorties, je raconte vraiment tout, toujours sans me soucier du regard des autres. J'ai vraiment l'impression de vivre mon expérience à 100%. Je me sens hyper heureuse. Pendant cette prépa, je me mets le défi de ne pas boire pendant 3 mois. Et puis en fait, ça me fait rien, ça me manque pas. En avril 2024, j'arrive fin prête après ces longues semaines de prépa pour le marathon de Paris. C'est assez fou parce qu'en plus, je suis filmée par cette marque. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont rejoint dans ma communauté pendant cette préparation. J'ai environ 30 000 abonnés, ça me paraît fou. Et puis je me lance sur le marathon, c'est incroyable, des gens me reconnaissent. Je tiens un rythme que j'aurais jamais pensé tenir. Je vis vraiment énormément d'émotions. Et au fond de moi, en fait, c'est aussi une introspection parce que ce long marathon, je pense énormément. Je pense à Kevin, je pense à mon père, je pense à mon beau-père. Tout remonte. Et puis, quand je vois un panneau où il y a écrit que la ligne d'arrivée est à 500 mètres, je pleure et je me dis, je l'ai fait, quoi, je l'ai fait. Et puis, je vois la ligne d'arrivée et ma mère m'attrape la main. Je me dis, mais d'où elle débarque ? Et on passe la ligne d'arrivée ensemble et je pleure comme un bébé dans ses bras. Et là, un monsieur vient et la prend par le bras et lui dit il faut partir parce qu'elle n'avait pas du tout le droit d'être là. Donc je me retrouve à pleurer toute seule. À ce moment-là, j'ai vraiment l'impression d'avoir réussi quelque chose que j'estime grand. Je pensais pas que j'étais capable de le faire au fond, mais comme j'étais dans cette dynamique de pas réfléchir et juste vivre, j'ai fait les choses. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais les choses sans me dévaloriser. Donc je suis ultra fière de moi. Et je me dis, c'est fou tout ce qui m'arrive. D'une part parce que il y a cette communauté, je suis filmée par des caméramans pros, toute ma famille, mes amis sont là, ils m'encouragent et en fait, je réalise que je suis plus la personne d'avant. Il se trouve que toute cette vidéo faite par la marque, c'était mon premier cachet avec mon compte depuis que je cours. Donc c'est aussi assez symbolique. Je trouve ça fou de gagner de l'argent par Instagram parce que j'ai une vision, moi, comme beaucoup de gens, de les influenceurs, de la télé-réalité, en fait. Donc je me rends pas compte qu'il y a autre chose. Et puis, en fait, la vidéo que je fais, moi, de ce marathon fait 4,7 millions de vues. Et du coup, la marque m'appelle après et me dit c'est tellement fou, on double ton salaire. Moi, je suis chez moi, je saute comme une petite folle, j'appelle ma mère, mon copain, je leur dis c'est dingue, on a doublé mon salaire. En fait, je me dis que je sais pas si je mérite tout ça, mais pas de manière à me dévaloriser, de manière... je me dis juste que c'est dingue et que je suis chanceuse. Je commence à réaliser que je peux gagner ma vie comme ça, mais je vois ça un peu comme un complément d'un vrai métier. Je me rends pas compte que ça peut devenir vraiment une situation stable. Après ce marathon, c'est vrai que j'ai une visibilité quand même assez forte. Ma communauté ne cesse de grandir. Je me rends compte quand même que les gens aiment bien mon compte. C'est pas toujours évident parce que moi qui ai du mal à m'aimer, je me dis pourquoi les gens m'aiment bien. Je reçois de plus en plus de messages et ça me paraît
assez dingue que les gens puissent me dire qu'ils m'admirent, que je les inspire même. Ça me fait plaisir. J'envoie des screenshots à ma mère en lui disant « Mais regarde ce que les gens me disent, c'est dingue ». Et j'y crois sans y croire, en fait. Je me laisse porter pendant un long moment par tout ça, par tout cet engouement. Et puis, je suis évidemment prise au jeu des statistiques, d'augmenter d'abonnés. Sur Instagram, quand on a un compte créateur comme ça, on a énormément de statistiques sur toutes nos vidéos. Tout ce qu'on fait, en fait, est réduit à des statistiques. Donc, c'est vrai que je me prends aussi à ce jeu. J'ai toujours envie d'avoir des meilleures statistiques. Ce qui n'est pas forcément sain, mais je pense que tout est fait pour que on en arrive à ça, à regarder toutes ces statistiques, justement. Et puis, de plus en plus de marques me contactent pour travailler avec moi. Et puis, petit à petit, j'apprends. Je rencontre aussi d'autres créateurs. Je commence à avoir des références aussi sur les prix qui sont pratiqués dans ce milieu, sur comment aussi il faut se comporter, comment ça marche, les règles, les lois aussi. Puis, en fait, je me retrouve à avoir une société. J'ouvre une auto-entreprise et je commence à faire une comptabilité. Enfin voilà, c'est un monde vraiment nouveau. En me professionnalisant sur les réseaux, c'est vrai que c'est valorisant parce que déjà, je me rends compte que c'est un métier, que j'ai de plus en plus de travail. Instagram, de manière générale, ma communauté, mais aussi les marques, l'intérêt qu'elles ont pour moi, me permet d'avoir plus d'estime de moi-même. Et je pense que grâce à ce compte Instagram aussi, j'apprends à m'aimer petit à petit. Mais aussi, même si ça paraît fou, grâce aux personnes qui m'aiment pas, ce qu'on appelle les haters, en fait, j'apprends à m'aimer encore plus parce que j'apprends à me dire que c'est des jugements qui sont injustes. Et du coup, si eux portent des jugements injustes sur moi, quand moi je suis injuste avec moi-même, j'ai aussi des progrès à faire. À force d'être sur les réseaux sociaux, de raconter toutes mes courses, je commence à vraiment pas réussir à dissocier le moment plaisir de la course au travail, puisque du coup, courir, alors que c'est mon espace de liberté initialement, c'est devenu mon travail. Et même s'il y a vraiment pire comme travail, c'est important de garder ce moment de bien-être pour moi. Donc, sous les conseils de Robin, mon copain, je décide de mettre en place des runs où je me filme pas. J'espace les vidéos, donc j'ai des moins bonnes statistiques. Je suis pas malheureuse d'avoir des moins bonnes statistiques, mais j'y réfléchis, quoi. Je me dis comment faire pour trouver le bon équilibre. J'ai pas envie de rentrer du tout dans ce truc d'être esclave des statistiques Instagram. Et à la fois, c'est devenu mon travail. Donc donc il faut que je trouve le bon équilibre et il n'est pas forcément évident à trouver. De manière générale, sur Instagram, on est un peu obligé d'être d'une manière un peu esclave des statistiques, comme finalement, dans une société, on est aussi esclave des chiffres parce que il faut que la société fonctionne et c'est pareil quand on devient créateur. Avec toutes ces pressions qui sont un peu invisibles et incompréhensibles aussi pour les autres, je me suis sentie un peu seule parfois dans mon métier de créatrice de contenu. Du coup, je décide de voir à nouveau un psychologue à côté de chez moi. Rapidement, je réalise que j'ai à nouveau un petit espace de sécurité où je peux aller discuter et où je me sens bien. Ça m'apaise aussi d'aller là-bas. Donc, je retourne le voir régulièrement. Depuis le marathon, je bois plus du tout comme avant. Je suis plus dans cette dynamique d'excès. Je peux boire, mais de façon assez classique. Je pense que je suis revenue à une normalité de consommation. Je pense que le travail que j'ai fait sur moi-même a été un vrai levier pour avancer vers des habitudes plus saines. Mais la course à pied était vraiment la cerise sur le gâteau. Et puis je me suis rendu compte aussi que si je buvais en excès, je veux dire, j'étais pas bien après sur mes séances. Et du coup, pour moi, c'était hors de question parce que la course à pied, c'est vraiment sacré. Aujourd'hui, quand je cours, je me sens bien. J'ai réussi à vraiment dissocier le côté travail du côté course. C'est un travail que j'ai fait sur moi-même. Et puis, je vis vraiment les choses différemment parce qu'aujourd'hui, la course pour moi,
c'est des défis intérieurs personnels. Et puis même si je me fixe des objectifs de performance, en fait, il y a une part de moi qui s'en fiche de les réussir. Pas parce que j'ai pas envie de les réussir, mais parce que j'ai vraiment la sensation que j'apprends dans toutes les circonstances en course à pied, même à travers l'échec aussi. Je pense que c'est une pratique qui m'a vraiment appris à m'aimer tel que je suis, mais aussi c'est un sport qui m'a permis de me réconcilier avec mon corps, parce que en fait je me dis que j'ai la chance d'avoir un corps en bonne santé, et ça c'est vraiment la course à pied qui m'a fait le réaliser. Aujourd'hui j'ai 33 ans, et si je pouvais dire quelque chose à la moi d'il y a 10 ans, déjà je lui dirais qu'on est capable. Je dis on parce que je me dissocie un peu de cette personne aujourd'hui, même si j'ai aucune honte de ce que j'ai pu être. Et puis je lui dirais aussi qu'elle est beaucoup plus forte que ce qu'elle ne pense. Et je lui dirais aussi merci, parce que je me suis aussi construite grâce à cette personne, et je tire aussi beaucoup de force de toutes ces expériences passées. Mes proches ont une place centrale dans ma reconstruction, mais une chose est sûre, c'est que si je n'avais pas voulu, moi, à un moment donné, évoluer et changer tout ce que j'avais mis en place en fait de toxique, il aurait rien pu se passer. Donc j'aurais rien pu faire sans eux, mais j'aurais aussi rien pu faire sans moi. C'est vrai qu'on a souvent une mauvaise image de l'hôpital psychiatrique, et puis d'ailleurs des personnes qui vont mal de manière globale, alors que vraiment la santé mentale, c'est quelque chose qui peut toucher absolument tout le monde. Pour l'avoir vu d'ailleurs à l'hôpital psychiatrique, il y a tout type de profil. C'est pas réservé qu'aux personnes qui ont des maladies mentales. Il peut y avoir des accidents de parcours également. Je pense que c'est important d'être bienveillant face aux personnes qui vont pas bien, et puis d'essayer d'être au maximum compréhensif. C'est sûr que pour les proches, c'est très compliqué de soutenir, et puis parfois ils ont vraiment l'impression de servir à rien du tout et que ça avance pas, et ils ont l'impression que ça va jamais changer, mais leur rôle est vraiment crucial. Parfois, juste un petit mot de soutien, un petit appel, un petit « on t'aime » suffit à faire du bien. Donc c'est important de rester malgré tout, mais c'est sûr que c'est un rôle qui est très compliqué et qui demande aussi énormément de courage. Si je peux apporter un message aux personnes qui se sentent seules, je dirais déjà qu'ils sont super courageux, parce qu'on se sent vraiment nul quand on va mal, alors qu'on est super fort de s'accrocher. Et puis, il y a une phrase que ma sœur m'a dite quand j'allais très mal, qui m'est beaucoup restée. Elle m'a dit que le soleil était derrière la montagne et qu'il fallait la gravir, et que même si c'était dur, j'en étais capable. Cette image a été forte pour moi, et il se trouve qu'aujourd'hui je fais du trail, donc c'est d'autant plus fort. Donc je souhaite à toutes les personnes qui vont pas bien de réussir à gravir leur montagne. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous, vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante, le-récit@dltdc.fr. À bientôt.